Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. Je suis Yann Boursier et je vais à la rencontre d'entrepreneurs et de patrons qui reviennent sur leur parcours et partagent avec vous leur quotidien. Dans ce podcast, vous faites la connaissance de David Géraud, qui est responsable d'une business unit représentant une centaine de collaborateurs pour la société S2I. Vous découvrirez son parcours, son job et les initiatives qui sont mises en place par sa société pour recruter les meilleurs talents sur un marché très concurrentiel. Donc David Géraud, donc moi je suis père de 3 enfants, de 3 adolescents. Je suis nantais d'origine. Aujourd'hui je me suis un petit peu excentré, donc je suis plutôt à la campagne parce que j'ai une femme qui est passionnée d'animaux, donc on a des chèvres, des moutons, un cochon, des chevaux, etc. Donc ce qui fait que ça peut pas rentrer dans un jardin en ville. Donc aujourd'hui on s'est excentré pour ça. Ma maison, j'ai pratiquement construit les dépendances qui en font partie. Donc tout ce qui est travaux, j'ai fait ça pendant plusieurs années sur mon temps perso et ça a été de construire quelque chose. C'est quelque chose qui m'a éclaté, vraiment. Donc est-ce que tu peux nous parler du petit David ? Ouais. Le petit David, il était assez timide, mais très joueur. Il avait du mal à rester tout seul et à s'amuser tout seul, donc il était toujours à chercher la compagnie, à chercher... Ma mère était secrétaire et mon père travaillait dans une usine, donc plutôt au milieu familial, on va dire très simple. Et puis ils m'ont poussé tous les deux à aller au bout de mes études, à poursuivre les sujets qui me tenaient à cœur, ce que j'ai réussi à faire, avec beaucoup de bienveillance, d'affection, et ça s'est toujours bien passé. Ton parcours, c'est collège, fac ? C'est ça, collège, lycée, ensuite on va dire une partie au lycée où j'étais un petit peu moins assidu et un petit peu moins performant, ce qui fait que j'ai pas eu le dossier nécessaire pour aller prétendre à des écoles, donc je me suis... Parce que c'est ce que tu voulais faire à la base ? Aller en école de c'est ce quoi, qui aurait commerce ? fait plaisir à mes parents. Ouais. Non, c'était plutôt d'aller chercher une école d'ingénieur par exemple. Et du coup j'ai fait les bancs de la fac, j'ai bossé, j'étais poissonnier en attendant, parce que évidemment la fac, j'y suis allé les quelques premières semaines, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et ensuite j'ai vite cherché du boulot et j'ai fait poissonnier sur les marchés tous les jours de la semaine. D'accord, donc t'allais acheter ton poisson le matin ? Non, je travaillais pour ma cousine qui est poissonnière sur les marchés, et donc du coup je me levais à 4h15, on allait faire les achats aux mines et ensuite on allait au marché avec le poisson frais et on le vendait jusqu'à 13-14h. C'est top, t'en gardes quel souvenir ? Super, je pense que c'est un élément qui m'a forgé, qui a forgé mon parcours, c'est-à-dire que c'était le travail paye clairement, mais ça tombe pas tout seul, donc faut travailler, faut bosser, ça t'apprend la relation humaine, ça t'apprend les conditions climatiques. Quand tu travailles en extérieur, finalement aujourd'hui en bureau, c'est quand même un sacré confort, et je pense que beaucoup de gens n'ont pas ça en tête, et donc du coup c'est vraiment des belles rencontres, des beaux moments de vie, et si ça faisait partie de mes plans B, si j'avais pas réussi à rebondir après la fac, c'est de me lancer en tant que poissonnier, ou en tout cas essayer. D'accord. Mais c'était vraiment, et j'ai fait ça pendant 5-6 ans. C'est top. 5-6 ans ? Ouais, parce que j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai accéléré quand je me suis retrouvé en fac, puisque du coup, à l'âge de 15 ans, je le faisais que pendant les vacances. Ah ouais ? Et ensuite, à 18 ans, en sortant de mon bac, là, je l'ai fait un peu. J'ai accentué, étant à la fac, et je pouvais travailler tous les jours, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un, donc... Oui, donc effectivement, t'as eu le temps de te forger un caractère grâce à ça, quoi. Exactement. Et ça m'a permis aussi de sortir de ma coquille, entre guillemets, d'ado, pas très ouvert aux gens, et sachant qu'on était sur des marchés nantais, mais aussi marchés de campagne, où c'est le point de rencontre du village, quoi. Donc c'est vraiment assez riche d'enseignements. Donc voilà ça, et puis donc la fac. Et ensuite, après la fac, j'ai réussi à rebondir vers un DUT
Tu faisais quoi en fac? Qu'est-ce que Fac tu de fais? sciences. Non, Ouais, mais alors, en non, mais général. je me suis inscrit là, je me serais inscrit au STAPS, c'était pareil. Fac de sport, ça aurait été pareil. Mais je me suis inscrit en fac de sciences. J'y suis allé, voilà, je me suis rapidement rendu compte que tout ce que disaient les profs, en fait, était ensuite donné une semaine avant les examens dans des polycopiés. Et donc j'avais avec moi juste à côté une jeune femme qui était redoublante et qui lisait son polycopier. Je comprenais pas en fait ce qu'elle lisait. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est? Et elle me dit en fait ça c'est les profs qui nous donnent ça une semaine avant les examens. Mais pour nous obliger à bosser avant et à prendre des notes, en fait ils les donnent pas. Sauf que évidemment mon petit côté commerçant s'est réveillé. Donc du coup oui. Donc j'ai dealé avec elle. J'ai récupéré tous les polis, je les ai fait photocopier et ensuite on faisait un petit business tous les deux et évidemment, sauf qu'à la finale, évidemment que je n'ai pas eu mes modules parce que je n'allais plus en cours parce que j'avais les polycopiés. Et donc ce qui fait que c'est à ne pas conseiller, mais c'était un business juteux. Ouais. Ça, on l'a fait dans un petit cercle, hein, mais globalement c'était. T'es resté combien de temps à la fac? J'ai fait 2 ans. J'ai fait la première année où j'ai carrément oublié d'aller à certaines partielles. Donc là voilà, et la deuxième où j'ai eu un petit coup de semonce de mes parents en disant attends, soit tu réussis des modules, soit tu fais l'armée, parce que moi c'était encore l'armée, c'était 76 mon année de naissance, donc c'était 79 que ça s'est arrêté, et donc je partais à l'armée si j'avais plus la fac et si j'avais pas de rebond derrière. Donc c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu excité. J'ai eu pratiquement tous mes modules à la fac, mais je voulais faire autre chose qui me plaisait réellement, et j'ai réussi à rentrer en DUT. Et donc là, avec une maturité différente de 2 ans avant, ce qui fait que je m'étais mis à bosser, hein, clairement, et la fac c'est quand même très formateur. Et donc je suis arrivé en DUT avec ma manière de penser et de fonctionner et de travailler, par rapport à des jeunes qui sortaient du bac, tout frais sortis du bac. Et donc j'ai fini premier la première année de mon DUT et pareil la deuxième année. Ce qui te motive après derrière pour bosser plus, non? Ce qui me motive à bosser plus, mais si ce n'est qu'en fait je suis arrivé à la fin des 2 ans, j'avais donc 4 ans après le bac, 2 ans on va dire de fac qui était pas très fructueux sur le papier, et 2 ans de DUT qui était bon, sauf que je voulais travailler quoi. Je voulais gagner de l'argent, et c'est à ce moment-là que la directrice du DUT à la chantrerie m'a dit non mais c'est hors de question que tu t'arrêtes là quoi. T'es le premier de la promo, il y a 100 personnes. Hein. Et donc elle m'a dit faut que tu t'inscris dans des écoles. Je lui ai dit que c'était hors de question que je reparte sur 3 ans de formation théorique à l'école, sur les bancs de l'école, etc. Et donc elle m'a parlé de l'IT2I, donc Institut technologique des ingénieurs de l'industrie. Et donc c'est une formation très très opérationnelle, très applicative. C'est une promo entre 15 et 20 personnes par an à l'époque. Ça s'appelait donc c'était à l'école centrale et c'était pour être ingénieur mécanique, donc c'est le même diplôme, sauf que c'est par apprentissage. J'ai fait mon apprentissage chez un éditeur logiciel et donc du coup j'étais consultant formateur. Mon rôle j'allais chez les clients et donc je formais leurs utilisateurs à l'utilisation du logiciel. Donc j'étais amené des fois, j'avais 24 ans et j'étais amené à former des gens qui avaient 50 ans, dont 30 ans de boîte, dans le milieu de la métallurgie. Autant dire que les gens qui sont habitués à faire des dessins papier, tu leur expliques que maintenant tout allait être informatisé, etc. C'est très formateur aussi. Parce que ces gens-là, tu vois que en fait, il y a de l'accompagnement au changement. C'est des gens qui peuvent tirer vers le bas un projet ou qui peuvent te pourrir une journée de formation, mais qui dès lors que tu as réussi à leur montrer l'intérêt à eux, et en fait ils entraînent tous les autres. C'est vraiment l'élément, c'est la pierre angulaire d'un groupe. Le gars a une forme de leadership qui peut aller dans un sens comme dans l'autre, en positif ou en négatif. Et dès lors que il est acquis à la cause et qu'il a compris en fait l'intérêt et qu'on lui a expliqué, en fait derrière il arrive à entraîner avec lui tout le groupe, et ce qui fait que ça simplifiait largement mon métier une fois que ce genre d'individu avait les pieds dans le bon sens. On va dire ça comme ça. Et une fois que tu as fini ça? Et une fois que j'ai fini ça, donc j'ai fait mes 3 ans, et en fait rapidement on a organisé un tournoi inter-école, donc c'était
800-900 personnes qui se déplaçaient dans un lieu, et c'était organisé à Nantes, on avait gagné la fois d'avant, donc c'était organisé à Nantes, et c'est moi qui ai piloté toute l'organisation. Et l'objectif c'était de faire vraiment un superbe événement avec 800-900 ingénieurs qui se déplaçaient. C'était à Saint-Viau, à côté de Saint-Nazaire, et on a fait ça autour d'un tournoi de foot avec tous les directeurs d'école, tous les gens qui se sont déplacés. L'objectif c'était de faire 3 jours de partage, d'échange. Et donc pour la petite anecdote, après je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais au moment du discours, le premier jour, on faisait vraiment le pitch en étant sur le terrain donc de foot. Et il y avait une montgolfière qu'on avait fait venir, et on proposait au directeur de monter dans la montgolfière, juste de faire un petit montée-descente, quoi. Et à un moment j'avais le micro, et il y a donc je dis regardez, voilà, les directeurs machin sont dans la montgolfière, c'est superbe. Et juste à ce moment-là, c'était le 30 juin 2001, et juste à ce moment-là, en fait, il y a la patrouille de France qui est passée au-dessus de la montgolfière avec le bleu blanc rouge. Ils s'entraînaient pour le 14 juillet. Et donc du coup j'avais le micro en main et je dis c'est bon, ils sont juste au bon moment. Regardez, si tout le monde lève la tête, vous verrez juste au-dessus. Et vraiment, et c'était l'opportunisme, mais c'est exactement ça. Et il y a 6 mois, j'ai rencontré une personne qui était dans l'école, qui est en retraite maintenant, et qui me disait, j'ai toujours pas compris comment vous avez fait pour faire venir la patrouille de France comme ça. Et je dis c'est une surprise, je peux pas vous dire. C'est un bon moment. Ah, c'est mortel. Et donc voilà, donc ça a été 9 mois d'organisation pendant mon cycle scolaire, donc ça a été un peu intense, hein. Et c'est une année un peu compliquée. Alors après c'est une année un peu compliquée où mon père est décédé d'une maladie grave, et donc du coup ça m'a aussi forgé, ça m'a aussi construit, et puis ça m'a fait dire que voilà, fallait aller de l'avant, et que voilà, on sait pas de quoi sera fait, de quoi est fait la vie, et donc du coup depuis ce moment-là, il est décédé le lendemain de mes 25 ans, depuis ce moment-là je vis la vie pleinement, et donc c'est un élément que je considère comme positif, dans la mesure où ça me permet aujourd'hui de vivre différemment, en fait. Je suis pas, voilà, je vis tout à bloc. Ouais, ça te fait changer, hein. Mais donc voilà, et donc cette année-là, ça a été une année charnière, parce que c'était 2001, et donc voilà, le décès de mon père, l'organisation de ce tournoi qui me prenait énormément de temps et d'énergie, et pour ne rien gâcher, je me suis marié une semaine après le tournoi. Putain. Donc tout s'est concentré sur cette année-là, donc avec ma femme, avec qui on était tout gamin l'un à côté de l'autre sur nos berceaux, parce que nos parents étaient amis, et donc on s'est revus à 25 ans, et puis voilà, tout est allé très vite. Au bout de 3 mois, on a annoncé qu'on se mariait, en gros c'était ça. Wow. Et ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Et j'ai commencé à chercher du travail, et un des premiers entretiens que j'ai passé, c'est le jour du 11 septembre 2001. Donc j'étais en entretien du côté de Lorient, avec un administrateur de la société dans laquelle j'ai travaillé ensuite. Et on a passé 1h30 à parler des tours jumelles qui venaient de tomber. Ils en parlaient partout, etc. Et on a parlé que de ça. Et à l'issue de ça, voilà, il m'a dit, c'est bon, on vous recrute. Et alors que voilà, il n'y avait pas eu d'échange plus que ça au niveau compétences, et donc voilà, donc je suis rentré dans une structure de développement économique qui s'appelle la MEITO. Pour caricaturer, les 2 régions Bretagne, Pays de la Loire s'étaient associées, donc les conseils régionaux, pour financer une association au milieu de cela qui était là pour animer et fédérer les entreprises dans le domaine de l'électronique, l'informatique et les télécoms dans l'Ouest. L'idée c'était de dire, voilà, on veut créer un cluster, un pôle fort sur l'ouest de la France, entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Et mon rôle, c'était finalement d'aller voir les entreprises et de leur proposer de communiquer dans un journal, sur un vecteur qu'on avait, qui existait dans la structure et qui était diffusé à 5000 entreprises. D'aller travailler avec les écoles pour rapprocher les écoles, la recherche et l'entreprise. Organiser des événements techniques ou des événements, accompagner les entreprises sur des salons nationaux ou internationaux, accompagner les startups pour aller chercher des financements. T'as dû développer un réseau de ouf, hein. Voilà. J'ai eu la chance
et l'opportunité de développer ce réseau de ouf. Parce que en plus, quand tu représentes la Meito, c'est un truc un peu institutionnel. C'est ça, exactement. C'est pas vraiment une menace, quoi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, et l'idée, c'était, toi, en fait, l'idée, c'était vraiment, et à l'inverse, j'avais rien à vendre, en fait. C'est-à-dire que je venais voir les entreprises en disant, comment je peux vous aider à rayonner? Quel est votre caillou dans la chaussure? Où vous en êtes aujourd'hui? Comment je peux vous aider? Et ça pouvait être sur des financements, des subventions, ça pouvait être sur la création de partenariats entre différentes sociétés. Et plutôt que cette société, qui me sollicite aille chercher à Paris ou à Marseille, un partenaire, bah finalement, c'était de lui faire rencontrer le partenaire qui était de l'autre côté de la rue ou qui était dans une autre ville, mais dans le secteur que j'adressais, et de pouvoir les faire se rencontrer et créer finalement, on va dire, de la valeur entre eux, quoi. Et pour l'exemple, et pour l'anecdote également au niveau réseau, tu connais certainement l'ADN Ouest. Oui. L'ADN Ouest est né d'un mariage entre le CRI Ouest, le Club des responsables informatiques de l'Ouest, et le CENIO. C'est moi qui ai contribué avec quelques amis de l'époque à le créer. Et donc voilà, et ça a bien vécu, ça a grandi. Et puis après, moi j'ai quitté la Meito au bout de 3 ans, donc après ça a continué à grandir. Ce côté réseau fait partie de mon ADN, et c'est quelque chose que j'ai construit à l'époque, et qui aujourd'hui, même dans mon métier, que je peux te présenter après, mais vraiment, c'est vraiment l'élément important. Et quand un nouveau commercial arrive, je lui explique l'importance de ce réseau-là, notamment sur Nantes. Alors peut-être que c'est pareil partout, mais ça me paraît vraiment essentiel de pouvoir et d'être dans une approche le terme philanthropie, c'est pas ça, mais vraiment d'aller vers les gens sans avoir d'idées préconçues derrière la tête. Ne pas y aller par intérêt, quoi. Oui, on dit d'ailleurs beaucoup que pour bien réseauter, il faut vouloir donner avant de vouloir recevoir. Exactement. Et pour la petite anecdote, c'est toi qui m'as appris à réseauter. Exactement, puisque c'est vrai. quand je me suis lancé dans mon entreprise, tout le monde dit aux entrepreneurs, faut y aller, faut réseauter si tu veux faire du business. Donc on y va. Et patautement, on essaye de réseauter et dire, ah bah moi je fais ça, est-ce que ça pourrait Et voilà, tu m'as pris par la main, tu m'as dit non, tu t'intéresses aux autres. Et puis si tu es régulier dans ton réseautage, bah, tu vas finir par connaître les gens et ils vont avoir envie de te confier des projets. C'est ça. C'était au CCO. C'est vrai. Je me souviens. C'est vrai. Merci. C'était il y a quelques années. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir. Donc la Meito, j'ai fait ça 3 ans. Et ensuite, on est un peu venu me chercher, du coup, de par le réseau que j'avais, pour faire du commerce. Et donc voilà, j'avais plusieurs pistes à l'époque et j'ai choisi une société de service, donc S2I, et j'y suis rentré en tant que commercial. J'avais jamais fait de commerce en tant que tel. Il a fallu que j'apprenne. Alors ça, j'ai vite appris. Et j'ai activé le réseau qui m'a permis de bien développer. Ensuite, quand j'ai eu, on va dire, une équipe conséquente en termes de consultants à gérer, parce que chez S2I, en fait, on fait de l'informatique, mais du coup, le commercial assure un rôle de commerce, mais également de management. Donc, il intervient sur le recrutement avec les équipes de recrutement. Donc, il rencontre le consultant ou le candidat pour pouvoir ensuite le projeter chez ses clients, et au suivi du collaborateur dans sa mission, mais également son suivi de carrière. Oui, parce que le business model, c'est que les consultants que tu embauches vont être en délégation de personnel pour travailler chez les clients. Exactement, c'est exactement ça. Jusqu'à il y a quelques mois, leur unique point, c'était le manager, le commercial. Donc commerce. Ensuite, j'ai 2 commerciaux juniors qui m'ont rejoint. Donc du coup, donc que tu coaches, que j'ai coaché, que j'ai fait grandir. Ensuite, j'ai pris un rôle managérial au sein de la structure. Et puis aujourd'hui, j'ai un rôle de responsable de BU. En gros, c'est un responsable commercial ou un directeur commercial, sachant qu'il y en a 2 dans la structure ici à Nantes. Ça représente une centaine de consultants. Donc tu chapeautes une centaine de consultants. Je chapeaute une centaine de consultants, mais qui sont adressés par des commerciaux. Donc aujourd'hui, c'est 2 commerciaux plus une équipe de pilotage chez un de mes clients, Choletais, dans le domaine de la défense, et qui s'appelle Thérèse. Et donc du coup voilà, donc ça fait 4 personnes en gros à piloter, plus l'agence de Tours.
Donc aujourd'hui, en tant que directeur de BU, Oui. ton job c'est du commerce, Oui, du management, c'est ça. il y a d'autres choses? Non, c'est principalement ça. Principalement ça. Bah après du monitoring, du management, et puis du suivi d'exploitation entre guillemets, de business et de résultats à atteindre, quoi. Et le ça marché, se passe plutôt bien. et le marché, il est comment? Et le marché est très porteur, clairement. Et on va dire qu'on est plutôt, il y a plutôt un manque de ressources sur Nantes, hein, en termes de développement informatique. Donc on travaille beaucoup avec les écoles. Donc on est très proche des écoles pour les aider, pour essayer d'orienter aussi, que ce soit les élèves, les contenus de formation. Chaque année, depuis 15 ans, 20 ans que j'ai quitté cette école, et ben en fait chaque année je suis président de jury, représentation de l'école, je participe aux admissions, des dossiers d'admission, je participe à la commission de filière, ce qu'on appelle la commission de filière, qui permet aussi finalement de donner les orientations entreprises et pas que académiques, les nouveautés, les choses qu'il va falloir prévoir dans les prochains programmes, comment le marché évolue et comment l'école doit évoluer en conséquence. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, voilà. Tu disais que donc vous manquez de ressources. Oui. Parce que je sais que c'est un des gros problèmes Tout à des fait. sociétés de services informatiques et de toutes les sociétés qui touchent l'informatique. Comment vous faites pour attirer des talents? Alors pour attirer des talents, en fait, on fait preuve d'ingéniosité, en tout cas on essaye. Donc là, comme tu l'as vu, on est dans des locaux tout neufs qu'on a depuis 1 an maintenant, dans lequel on va trouver tout pour le bien-être. Alors clairement, le bien-être, c'est pas juste de dire on a mis un baby et on a mis des canapés, c'est plutôt de dire voilà, on fait en sorte même s'il y a un baby, même s'il y a un baby, des canapés et tout ce qui va bien, la salle de sport. Mais voilà, typiquement, le sport, c'est un élément et c'est un vecteur sur lequel en fait on veut appuyer en disant en fait vous travaillez, mais pas que. Il y a aussi et la vertu, on va dire le sport a un côté vertueux dans la mesure où en fait on se bat ensemble sur alors ça va être un sport co, mais ça peut être d'aller courir ensemble et en fait on fait des choses ensemble en tant que collègues, mais en essayant de dépasser nos limites, quoi, et pas que dans le travail et ça permet vraiment de lâcher les chevaux entre guillemets. Donc on fait régulièrement des événements comme ceci, ou des petits tournois inter-équipes, etc. Donc c'est très sympa. Et puis on a la salle de sieste aussi, tu l'as vu. Donc ça, il y a un petit côté fun, mais oui non ça, mais en plus c'est incarné, c'est-à-dire que c'est pas juste pour faire bien en disant on n'y va pas et ça va être transformé en salle de travail. C'est vraiment l'objectif, c'est que les gens soient bien en fait. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa peau, et ben en fait il va bien faire son travail. Et ça veut pas dire qu'il travaillera plus, ça veut dire qu'il travaillera mieux. Et ça c'est essentiel. Et du coup en fait on est aussi très axé sur le télétravail. Alors c'est compliqué parce qu'on a des clients derrière nous, donc nos consultants sont souvent chez les clients, et donc il faut que les clients acceptent finalement que nos consultants puissent faire du télétravail. Vous faites la démarche? Et bien sûr on le fait. Moi c'est systématique, c'est-à-dire que l'idée c'est que oui, c'est ça a des vertus, et donc nous on le prône. Nous on a contractualisé en interne, on a un contrat cadre qui permet de le faire, et ce qu'on veut c'est que ce soit appliqué aussi chez nos clients, idéalement quand c'est possible. Mais en tout cas on le fait de plus en plus aujourd'hui. D'accord. On parlait qualité de vie au travail, il y a d'autres éléments comme ça que vous avez mis en place et qui plaisent aux collaborateurs? Oui, alors pour ça on a mis en place ce qu'on appelle MyS2I. C'est un groupe de travail qui est constitué de collaborateurs qui sont volontaires, et l'objectif c'est de travailler sur des sujets, la fierté, qu'est-ce qu'il y a, la fierté, l'équité, des valeurs en fait qui sont prônées notamment par le sujet Great Place to Work, et en fait derrière ça c'est eux qui vont faire des remontées sur des choses qu'on pourrait améliorer, que ce soit pour des candidats, que ce soit pour eux en tant que consultants. Et on est rendu à la version 3 de MyS2I. Et chaque année,
ressortent de ces ateliers-là. Il y a plusieurs ateliers, hein, il y a 4-5 ateliers à chaque fois, et on ressort tout un tas de choses. On a mis en place les indemnités vélo, par exemple. Indemnité kilométrique vélo. Quelqu'un qui vient en vélo le matin, et ben en fait, il déclare sur sa note de frais tous les mois ses indemnités kilométriques vélo, et il a le droit jusqu'à 200 € par an. Par exemple, les entreprises financent 50% du titre de transport au titre de, eh bien S2I, nous on est à 75%. En fait, tout est fait autour de ça. Tu parlais tout à l'heure de QVT, qualité de vie au travail. Nous en interne, on a recruté depuis maintenant bientôt 1 an et demi, 2 ans, une feel good officer. Donc Alexia, que tu as croisé tout à l'heure, Alexia, elle s'occupe des collaborateurs autour de la QVT. Donc la QVT ici en interne dans nos locaux, la qualité de vie au travail, ça va être sur l'aspect ergonomique du poste, mais sur toute autre question qui va concerner sa vie et son bien-être au quotidien, mais également tous les collaborateurs qui sont à distance chez les clients. Donc elle est régulièrement rendue chez les clients, les rencontrer, et donc elle participe à ça. Elle participe aussi à toute la communication, et aussi tout ce qui est organisation d'événements. Donc on fait 1 fois par mois des after-work, on fait tous les 2 mois une réunion d'agence. On était au musée des Arts il n'y a pas très longtemps qu'on a privatisé pour une soirée d'agence. Donc on essaye de trouver à chaque fois quelque chose qui soit un peu différenciant et qui mette des paillettes dans les yeux. Musée des Beaux-Arts de Nantes. Exactement. On peut le privatiser pour le soir. Eh bien, en tout cas, elle a réussi. Donc, je ne sais pas comment, mais en tout cas, elle l'a privatisé pour le soir, pour une soirée d'agence. Et on a eu une visite privée des collections. Entre nous, ça coûte combien un truc pareil ? Je n'ai aucune idée. Ah putain, mais c'est mortel. Mais je te la présenterai tout à l'heure. Et à chaque fois, elle trouve les bonnes formules pour aller chercher justement le petit truc en plus. Et on est dans des endroits. L'été dernier, on était à la Rosière, oui, donc qui a fermé depuis, mais un joli jardin paysager dans Nantes, en plein centre, derrière une maison de maître, hein, c'est magnifique. Et donc on a profité d'une réunion d'agence là-bas. Je sais que vous avez beaucoup de trucs, de labels, Great Place to Work, etc. Et Ecovadis. Enfin, vous en avez plusieurs. Ouais. Et quelle est la part de bullshit et la part de trucs bénéfiques, vu que tu as vu ce que c'est intéressant, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'étais assez, pas réfractaire, mais j'avais peur que ce soit un label, en fait, qu'on aille chercher un label. Et ça m'embêtait. Et on était quelques-uns comme ça. Et en fin de compte, aujourd'hui, ça a vraiment des vertus. C'est-à-dire qu'au début, c'était ça peut paraître de l'extérieur que voilà, on va dire à tous les collaborateurs de mettre oui partout et vous aurez une super note. Et c'est pas ça, parce qu'en fait, encore une fois, il y a de l'humain derrière. Et en fonction de la situation, du moment, on va pas avoir forcément les bonnes notes à mettre. Et en fait, ça a été fait d'une certaine façon pendant ces 3 ans. Je te parlais de MyS2I. Je trouve que ça a vraiment contribué à faire du réel, à faire du vrai, quoi. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas juste des mots, c'est pas juste du pipeau, ou alors des beaux locaux avec un baby. C'est vraiment d'aller chercher plus loin, de creuser et de donner du sens. J'aime pas parce que je trouve ça un petit peu galvaudé comme terme, mais effectivement, c'est des gens qui vont chercher un autre intérêt. On a fait, on parlait de label. Il y a également Ecovadis qui permet de noter le côté RSE de l'entreprise. Et on a également un green officer en interne. Et donc du coup, il y a un côté, c'est lui qui a mis en place les indemnités kilométriques vélo. Il fait les plans de mobilité. On a mis en place tout un tas de choses autour de. C'est lui aussi qui a participé au télétravail. L'objectif étant autour de la responsabilité sociétale pour éviter que les gens viennent travailler tous les matins alors qu'ils peuvent travailler de chez eux. Finalement, ça évite aussi ce côté-là. Il y a un côté écolo, hein, et on est également présent et on a mis en place quelque chose autour de tout ce qui est volontariat, bénévolat. Et on adhère à une société qui s'appelle Benenova. Et donc, on a un nombre de jours ou d'heures qui sont offertes par l'entreprise aux collaborateurs.
pour aller faire du bénévolat avec cette structure-là. Ça peut être aller cultiver un jardin urbain, ça peut être aller ramasser des mégots pendant une matinée, ça peut être aller faire un tour sur la plage et ramasser les détritus. Voilà. Tout ça, en fait, l'entreprise y est, on va dire, plutôt sponsor. En tant que directeur, quelle est ton implication là-dedans ? Moi, là-dedans, en fait, c'est des choses sur lesquelles on travaille, on va dire, en début d'année pour définir comment on va... Quelle tendance, quel enjeu va avoir tout ça, combien on est prêt à consacrer en termes de temps à ce genre d'action-là. En termes d'argent. Mais c'est essentiel, en termes d'argent, bien sûr, parce que pour nous, évidemment, toute heure, entre guillemets, non travaillée, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez tentés ? C'est des gros fails ? Oui. Du genre ? Du genre... Aujourd'hui, on réalise des entretiens annuels, par exemple, des choses comme ça. Des événements où on va travailler carrière, on va travailler augmentation de salaire et tout un tas de choses de ce type. Et à un moment, on a essayé de réfléchir à faire intervenir... Dans le cadre de ma S2I, c'était de faire intervenir lors de cet événement-là plusieurs personnes de différents services, voire... hors staff, donc c'est-à-dire des consultants qui viennent participer à l'entretien annuel d'un autre consultant pour apporter un œil autre. Et en fait, c'était assez utopique au départ, mais ça pouvait avoir des vertus. Et on s'est rendu compte que d'un point de vue financier, parce qu'évidemment c'est du temps pour tout le monde, d'un point de vue temps imparti, temps à consacrer, c'était trop compliqué. Donc on y a renoncé, mais tous. Donc c'était un gouffre financier, en gros, c'était trop de... C'est ça, on a fait un POC, on a essayé, mais en fait on s'est rendu compte que c'était... Et sur le principe en lui-même, est-ce que ça marchait, sinon ? Ça marchait pas forcément, parce qu'évidemment il y a un petit côté où finalement faut qu'il y ait une personne qui porte le sujet. Et donc du coup c'était ça qui manquait. Et ça a été, mais on a essayé, je pense que ça reviendra. Mais par contre, ça nous a permis de revoir notre mode d'attribution de certaines décisions ou d'augmentation de façon plus collégiale, préalable. Et ça, c'est du coup voilà, d'un fail, on va vers un succès aujourd'hui, mais qui n'était pas celui qu'on escomptait dès le départ. Il y a d'autres trucs que vous avez testés comme ça et qui n'ont pas marché, qui n'ont pas convaincu ? Il doit y en avoir, parce que on avait un directeur d'agence qui a évolué dans la structure du groupe, mais qui nous a apporté beaucoup là pendant 4 ans, qui était un boulimique de l'activité, je vais dire ça comme ça, ce qui fait que en début d'exercice on remplissait un sac à dos et puis en fait en cours d'exercice on continuait de le remplir alors qu'on n'arrivait pas à évacuer, et donc ce qui fait qu'il voulait tout tester, tout. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à ta question, j'ai pas de réponse là. Ça me vient pas en tête tout de suite, mais on en a fait tellement en 4 ans, ça fait 15 ans, je pense que j'en ai vu en 4 ans beaucoup plus que les 10 années qu'on précédait, clairement. En termes d'évolution, en termes de bien-être, en termes de fierté même d'appartenir à l'entreprise, clairement. C'était quelque chose de positif, du coup ? C'était hyper positif. C'était hyper positif. Ok. Et toi, dans ton projet de vie, comment t'en es où ? Et quelle satisfaction ou comment tu te sens par rapport à ton job aujourd'hui ? Alors moi, je me sens très bien. J'ai fêté mes 15 ans il n'y a pas très longtemps. En fait, un des axes importants pour moi, c'est de m'amuser, en fait. Tant que je m'amuse, et tant que je réussis à partager, à créer de la relation, à pouvoir me regarder dans la glace le matin, clairement, parce que dans ces métiers-là, ça peut être un problème, et aussi de me retourner et de me dire, finalement, beaucoup de consultants ou d'anciens consultants, quand je les revois 10 ans après, ils sont, je vais pas dire pour tous, mais pour la plupart, ils sont très contents de me voir, et il y a toujours un mot sympa. Et ça, c'est vraiment, vraiment une fierté, clairement. Et donc, du coup, voilà, moi, je m'amuse. Ça me plaît, je continue.
Et puis en parallèle, j'ai mené d'autres projets, que ce soit des projets immobiliers, que ce soit des projets d'investissement dans des entreprises. J'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans des sociétés ou dans des boards de sociétés, et ça c'est quelque chose qui m'éclate. Et donc voilà, donc il y a, je sais pas si je les cite, mais oui, non, mais après voilà, il y a ça fait peut-être un peu de promo, non? Oui, pourquoi pas. Mais si tu veux pas, tu non, mais après voilà, si tu veux les descendre, tu les cites pas. mais notamment deux que je peux citer, donc Zenbus à Nantes, hein, donc qui est sur le quai de la Fosse et qui fait du suivi de bus en temps réel, qui est une société voilà, avec un dirigeant que je connaissais et aujourd'hui voilà qui a bien. Comment ça se passe? Parce que tu y avais pensé avant, ou c'est le fait que tu connaisses ces gens-là, ils te parlent du projet, t'as envie d'investir dedans? Comment s'est fait la démarche d'investissement là-dedans? Alors la démarche, je l'avais pas forcément en tête. Et un jour, voilà, avec cette personne que je connais bien, donc Julien, on se retrouve à déjeuner, il m'explique qu'il va monter sa société, j'ai les yeux qui pétillent en l'écoutant et je me dis mince, parce que c'était un client à l'époque, et je me dis mince, je vais perdre un bon contact, un bon client. Et en fait, il finit en disant, voilà, je fais un tour de table Friends and Family et j'aimerais bien que tu en sois. Et alors ça a été, voilà, un moment super et je me suis dit, waouh. Donc après, j'ai déployé tout ce qui allait bien parce que j'avais d'autres projets en parallèle, financiers. Et donc, il a fallu que j'aille chercher, voilà, ce qu'il fallait. Mais t'as mis combien dedans? Pas énormément, un ticket. Tu veux pas dire? Non. J'ai mis un premier ticket et puis du coup je prends un plaisir à pouvoir partager avec Julien. On va manger, on discute, on partage, on échange et plusieurs fois ça a ouvert des opportunités. Donc je suis très content. À quel point t'es impliqué dedans? Je suis pas très impliqué. Je suis plutôt là comme étant un confident, si Julien a besoin de partager ou un avis à demander d'une personne extérieure. Mais voilà. Et dès que je peux en parler, dès que je peux tweeter, retweeter, je le fais vraiment avec plaisir et sans forcément penser à ce que ça peut me rapporter derrière, mais en me disant voilà, c'est une belle aventure que j'accompagne et j'en suis très content. La deuxième boîte, c'est quoi? Living Packets. Donc j'y suis moi depuis je suis ça depuis le début en fait. C'est-à-dire, ça fait combien d'années? Depuis ça devait être 2014. D'accord. Et aujourd'hui c'est devenu le remplaçant du carton Amazon. Alors ça l'est pas encore chez Amazon, mais aujourd'hui quand tu achètes un produit, tu le reçois par carton. Là en fait ils ont développé un carton mais qui est pas en carton, qui est en polystyrène expansé, c'est 90% d'air et donc l'avantage du paquet, c'est qu'il a un usage multiplié par 1000. Donc le carton tu le jettes, là le paquet il va être utilisable sur 1000 livraisons. D'accord. Et l'intérêt qu'il a, donc il y a un petit côté green, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il a une face avant qui intègre un GPS, un écran type Kindle, un certain nombre de boutons, ce qui fait que tu reçois ton colis de chez Cdiscount, de chez Zalando, tu essayes ta paire de chaussures, elle te va pas, t'as le retour gratuit, d'habitude fallait remettre, envoyer, etc. Là tu ouvres, tu remets les chaussures dedans, tu appuies retour, ça te génère directement l'étiquette électronique sur l'écran type Kindle, et tu le déposes à la poste et tout est prépayé. Et donc voilà. Dans le podcast, à la fin, on termine souvent par une phase où on parle un petit peu de sujets d'actualité. Est-ce qu'il y a des sujets, toi, qui te touchent, d'actualité ou pas d'ailleurs, des sujets de société? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Non, après la cause, non alors sans l'actualité, après la cause animale, moi je sais que voilà, nous on est assez sensibilisés parce qu'on a des animaux depuis bien longtemps maintenant. Donc chien, comme je te disais, un chien-chat, chèvre, mouton, cochon, chevaux. Et en fait, on est famille d'accueil. C'est-à-dire que le cochon, on l'a récupéré, il avait été récupéré dans un camp de gens du voyage par la police. Et donc du coup, la SPA prend pas des cochons.
Et donc du coup on était famille d'accueil en attendant qu'il soit adopté ou qu'il y ait une place pour lui dans un centre spécialisé. Et en fin de compte, au bout de 6 mois, on l'a gardé. Et c'est le cas de beaucoup d'animaux qui finissent leur vie chez nous en fait. Mais du coup, c'est pas imaginable de le manger par exemple? Non, rien n'est comestible chez nous. Et donc la cause animale, c'est ça. Nous l'objectif, c'est le bien-être de nos animaux et des animaux en général. Et des animaux en général, bien sûr. Et là-dessus, je sais que ma femme faisait partie d'une asso, pareil, qui récupère chiens, chats en parallèle. Donc on était aussi famille d'accueil pour des chiens et des chats régulièrement. On doit avoir 8 chats aujourd'hui. Et voilà, régulièrement, il y a des portées qui arrivent avant qu'elles soient adoptées en fait. Est-ce que ça impacte ton comportement de consommateur? Pas forcément. Disons que je consomme, ça me coûte très cher, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, ça me coûte cher, tous les animaux qu'on a. Mais il y a une forme de... Ce que je veux dire, forme de bien-être par rapport à ça, c'est de se dire, finalement, Quand tu es au supermarché, tu choisis pas forcément ta viande en fonction de ça. Si. T'essayes? Non, mais alors, c'est pas que j'essaye, c'est que aujourd'hui, un des postes de coût à la maison le plus important, c'est les courses. Et clairement, c'est parce qu'on mange beaucoup, on va dire, 90% de bio. Mais à tout niveau, là-dessus, ma femme est un peu ayatollah, mais je le dis avec le sourire. Mais effectivement, le gel douche, le dentifrice est bio. Ah ouais, à ce point-là. Le ketchup est bio, hein. Les enfants, ils se font un peu moquer d'eux quand en chimie, on leur dit tiens, ramenez du ketchup pour une expérience, et qu'ils ramènent du ketchup bio, ça fait marrer, quoi. Mais nous, on est évidemment cycle court. Donc l'avantage d'habiter à la campagne, c'est que juste à côté, on a les produits d'exploitation avec tous les produits qui sont faits plus en bio. Même la bière, c'est de la bière locale que je bois, donc ça c'est génial. C'est bien, ouais. Et donc du coup, on arrive vraiment à adresser ce genre de choses. On est sensible aux saisons et à la consommer en fonction des saisons. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fini. Super. Je te remercie. Merci à toi.